J'espère que vous pouvez voir mon écran et la présentation. Alors, lorsque le problème était comment résumer en si peu de temps des questions qui sont si vastes dans leur traitation. Mais je souhaite, avant de parler des risques pour la santé de la femme, je souhaite démarrer par certaines considérations en partant de la pensée des propos du père François et j'ai pris comme référence son discours à l'audience générale du 16 février 2022 et par la suite Evangelii Gaudium de novembre 2013. Tout d'abord, je vais lire ce que le pape François a dit lors de l'audience générale. Il a dit, et voici une très belle trace de la vocation chrétienne, gardez la vie, gardez le développement humain, gardez l'esprit humain, gardez le cœur humain, gardez le travail humain. Par la suite, dans Evangelii Gaudium, l'on peut lire, parmi ces faibles dont l'Église veut prendre soin avec prédilection, il y a aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et innocents de tous, auxquels aujourd'hui on veut nier la dignité humaine afin de pouvoir en faire ce que l'on veut, en leur retirant la vie et en promouvant les législations qui font que personne ne peut l'empêcher. Il me semblait nécessaire, au moment où l'on entame un discours concernant les risques de la fécondation artificielle, ici indiqué comme procuration médicalement assistée, mais personnellement, je préfère fécondation artificielle. Donc, sans parler du problème au début, c'est-à-dire le fait qu'il s'agit de trois situations où l'on ne prend pas soin des enfants à naître. L'on m'a demandé de parler de fécondation artificielle, d'avortement procuré, de contraception. Comme le thème de la contraception d'un point de vue de réflexion éthique demanderait d'autres considérations à faire, mais que je ne peux pas faire dans ce cours de l'aide de temps que j'ai à disposition. Et alors, je vais parler ces produits qui sont indiqués comme contraceptifs, mais qui en fait jouent le rôle, ou seulement le rôle, d'intimidation et qui peuvent donc être classifiés comme avortement. À partir du moment où l'on empêche le développement de l'embryon humain, même à tout moment, le produit ne peut pas être indiqué comme un contraceptif, mais c'est un produit d'avortement ayant une action d'intimidation. Mais je vais commencer par cette diapositive et donc prendre soin des enfants à naître, sûrement par le recours aux techniques de fécondation artificielle. Ce soin, très souvent, échoue. Donc, il y a la même production de la vie humaine in vitro, au laboratoire, hein. Et donc, dans un lieu qui n'est pas approprié pour l'appel à l'existence d'une nouvelle vie humaine, ou encore la sélection des embryons, qui est liée à la production des embryons en laboratoire, hein. Car au moment où l'on produit même quelqu'un, dans ce cas-là, les embryons, par la suite, on est porté à les sélectionner, mais tous les embryons produits sont transférés car certains ne paraîtront pas de bonne qualité. Et donc, à la recherche d'une bonne qualité, le dépistage, préimplantation et donc une autre sélection des embryons. Toute la question de la cryoconservation des embryons humains et donc la suspension de vie humaine. Et ensuite, très souvent, il s'agit d'une question qui se présente. Les parents ne savent pas que faire et donc les embryons, ainsi dit, en surnombre et parler de la vie surnuméraire n'est pas respectueux de la vie humaine. Encore, pour la fécondation artificielle,
On peut avoir des atteintes à la vie, à la santé de l'enfant à naître, car les maternités multiples, les environnements multiples ne sont pas très communs. Et donc, même un faible poids à la naissance ou à l'inverse, la macrosomie, donc le fait d'avoir un poids lourd à la naissance, c'est aussi l'augmentation de la pathologie malformative, comme mentionné également dans des publications sur des revues scientifiques. De l'autre côté, aucune protection, aucun soin pour l'enfant à naître lorsque l'on pense à l'éliminer à travers l'avortement, soit-il chirurgical ou chimique. Et encore lorsque l'on pense d'éliminer une vie qui vient d'être conçue à travers des produits à action d'avortement qui agissent en tant qu'intimidateurs. À ce point-là, je vais introduire donc le discours pour le risque de la vie et de la santé de la femme. Et je vais vous dire cela. Si un acte ne constitue pas la vie humaine, la présence ou l'absence de risque ne modifie le fait. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de conséquences pour la santé et la vie de la femme suite à la fécondation artificielle ou le recours à l'avortement, cela ne changerait pas le fait de fécondation artificielle ou d'avortement, car nous avons déjà un premier problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris soin de la vie à naître. La connaissance des risques est tout à fait importante pour sa propre vie et pour sa propre santé. D'un côté, cela peut aider la femme à discerner et donc être consciente de ses propres choix et même à décider face à la présence d'un risque pour sa vie ou pour sa santé, mais même un risque pour la vie et la santé de l'enfant à naître, de ne pas accéder à la fécondation artificielle, à l'avortement, au recours des antinidateurs. Mais de l'autre côté, connaître les risques associés à la vie et à la santé de la femme, c'est important pour appeler à la responsabilité ceux qui pourraient adresser autrement la femme dans ses choix, la soutenant dans les difficultés, mais ne le font pas. Car par la suite, oui, il y a la responsabilité de ceux qui font les choix, c'est-à-dire la femme, mais il y a également la responsabilité de ceux qui n'ont pas aidé la femme à faire des choix différents. Et donc, il y a un devoir d'informer la femme concernant les risques de sa propre vie et de sa propre santé. Il y a le droit à être informé, mais il y a également le devoir d'être informé, car là où le choix ne part pas d'une connaissance de l'objectivité de ce choix, de la réalité de ce choix, eh bien, le choix en soi est aveugle. Que signifie-t-il parler de santé des femmes? Lorsque l'on parle de santé, on ne parle pas seulement de santé physique. Et donc, moi, je vais essayer de considérer la question de l'avortement et ce qui peuvent être les risques pour la santé psychologique de la femme. Mais l'on pourrait en parler pour la fécondation artificielle également, les risques qu'il peut y avoir pour la femme et pour le couple. Mais la santé a également une dimension spirituelle, en plus d'une dimension sociale, morale. Et donc, parler de santé signifie beaucoup de choses. Considérer la personne à 360 degrés. Nous savons également que la santé est conditionnée par des différents facteurs. Le graphique que vous voyez à l'écran à droite est un graphique que nous employons tout le temps pour expliquer les déterminants de santé. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent modifier la santé de l'être humain et les choix, le style de vie, les comportements, bien évidemment, représentent le facteur porteur. Dans ce cas-là, les choix que la femme pourrait opérer et qui peuvent interférer avec sa santé sont justement le choix
d'accéder à la fécondation artificielle, d'accéder à l'avortement, d'accéder à la contraception et d'accéder au recours aux contraceptifs, même à action anti-nidatoire. Nous allons commencer par les risques de la fécondation artificielle. Ici, à gauche de l'écran, j'ai reporté jusque quelques schémas de techniques qui sont employées le plus souvent. On a des techniques de fécondation artificielle dans le corps, comme l'insémination artificielle. Ensuite, nous avons les deux techniques de fécondation artificielle extracorporelle, c'est-à-dire à l'extérieur de l'organisme de la femme, à travers la fécondation in vitro ou alors à travers l'ICSI, c'est-à-dire l'injection intracido-spasmatique dans le plasme pour tuer un spermatozoïde. Un facteur en commun de toutes ces techniques, c'est la stimulation de l'ovulation. Et cela représente l'un des problèmes qui peuvent mettre à risque la santé et la vie de la femme. Et c'est la stimulation ovarienne qui n'est pas faite parce qu'il y a une insuffisance ovarienne, parce que alors elle pourrait avoir une explication thérapeutique si on a une insuffisance ovarienne. On essaie de stimuler l'ovulation, mais la stimulation de l'ovaire a comme but d'avoir un grand nombre d'ovocytes pour qu'ils soient disponibles pour la fécondation. Aujourd'hui, dans les différentes procédures, on essaye d'avoir des protocoles personnalisés. Mais le risque est toujours présent, de risque de surdosage. Je me rappelle d'un conseil que j'avais fait avec une femme qui avait une stimulation ovarienne et qui avait libéré 45 ovocytes. Si nous pensons à un ovocyte par mois, donc 12 par an, c'est le potentiel que une femme libère en 4 ans avec un risque très élevé pour sa santé, avec le risque de développer. Je m'excuse parce que les diapos, certaines sont en espagnol, d'autres en italien. Donc, on voit les différents degrés de stimulation ovarienne, hein, d'un degré léger jusqu'à un degré très élevé. Mais il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent empirer cette situation de stimulation ovarienne parce que si les femmes ont eu des grossesses précédentes ou si les femmes ont des pathologies déterminées, elles peuvent plus facilement développer un syndrome de hyperstimulation ovarienne. Alors, je vous montre ici un article que nous avons publié il y a quelques années, en 2001, où sur donc une revue qui s'appelle Fertility and Sterility, où on examinait le cas d'une dame qui avait été hospitalisée dans notre clinique à la suite des conséquences d'une stimulation ovarienne. Et ce qu'on a qu'est-ce qu'a été la fin de cette histoire? Le titre de l'article le dit, on est arrivé à l'amputation d'un bras après une stimulation ovarienne parce que la personne qui avait fait la stimulation n'avait pas considéré la condition de coagulation de la dame en question. Mais il y a beaucoup d'autres cas qui sont publiés dans la littérature scientifique. Alors, quels sont les risques pour la femme? Des grossesses multiples avec risque accru de prééclampsie, parce que normalement, on ne met pas un seul embryon, on met plusieurs embryons. Et il est possible, donc moi j'utilise le mot transfert et pas implanter parce que l'implantation est causée par l'embryon. Donc, aucun médecin peut contrôler l'implantation. Les embryons sont transférés et puis
il y a un dialogue entre l'embryon et l'endomètre maternel et il y a la nidation. Quand il y a les grossesses multiples, elles augmentent le risque de prééclampsie chez la femme, le diabète gestationnel, l'hyperémèse, l'anémie. Il y a une augmentation d'accouchement par césarienne, hémorragie postpartum, hystérectomie. Mais la fécondation artificielle peut être accompagnée aussi par une augmentation des grossesses extra-utérines, de fausses couches et même d'une augmentation du risque de cancer du sein. Et c'est une question qui est encore très discutée, mais nous avons vu qu'il pourrait y avoir une augmentation du risque pendant 20 ans après l'accouchement. Surtout chez des femmes qui ont des antécédents familiaux du cancer du sein, qui sont âgées à la naissance ou qui ont eu plusieurs grossesses. Et maintenant, nous allons voir les risques de l'avortement pour la femme. Je les ai divisés par avortement chirurgical, l'avortement chimique, le syndrome post-avortement, parce que à côté de la santé physique, nous devons considérer aussi la santé psychologique. Alors, avortement chirurgical, avec ce type d'avortement, il y a la possibilité de rétention du tissu placentaire, perforation utérine, métrorragie, donc, ce sont des hémorragies importantes, infection, lacération cervicale ou encore réaction allergique à l'anesthésie. Moins connu, mais très important, moins connus sont les avortements chimiques et donc l'association de mifepristone et misoprostol. Comme vous voyez, perte de sang, infection, troubles du système nerveux central, douleur et d'autres effets. Voyons maintenant les risques des contraceptifs. La pilule œstrogénique, risque thromboembolique, risque de cancer du col de l'utérus, risque de cancer du sein. Le stérilet, grossesse extra-utérine, maladie inflammatoire pelvienne, perforation de l'utérus. La pilule du surlendemain dont on a parlé, et vous pouvez lire toutes les problématiques. La pilule du lendemain qui donne des risques thromboemboliques et de grossesse extra-utérine. Pour terminer donc cette panoramique, nous pouvons informer les femmes. Et comme cela se passe pour tous les comportements à risque, il y a une première phase qui est la perception. Puis chacun se représente le risque de façon différente et décide s'il prend ce risque ou pas. Quels sont les facteurs qui conditionnent la prise de risque? Tout d'abord, la connaissance, l'expérience personnelle, les circonstances, la volonté de prendre des risques, parce que très souvent, la femme n'est pas libre de choisir. Il y a des conditionnements sociaux qui la poussent à choisir de cette façon, et puis la représentation socioculturelle du risque. Donc, quelle est la tâche, quel est le message à transmettre? Tout d'abord, que les personnes doivent être informées, mais ce n'est pas suffisant. Il faut former les consciences. Parce qu'il est vrai que la première caractéristique de la conscience doit être qu'elle est sincère, qu'elle connaît la vérité, mais la conscience doit être honnête, doit être orientée vers le bien. Mais il y a d'autres aspects à prendre en considération. Là où la femme est exposée au risque, la femme ne doit pas être abandonnée, elle doit être accueillie, elle doit être accompagnée et supportée parce que souvent il y a une attitude d'abandon des femmes qui ont fait certains choix et qui se sont exposées à des risques importants, à des situations de souffrance potentielle. Et je vais terminer avec une phrase du pape François, du discours qu'il a fait le 11 mars de 2023, quand
il a dit, faisons part de leur douleur. Il parle des femmes et dénonçons avec force les injustices auxquelles elles sont soumises, souvent dans des contextes qui les privent de toute possibilité de défense et de rachat. Mais donnons-leur aussi de la place pour leur action, naturellement et puissamment sensible et orientée vers la protection de la vie à chaque état, à chaque âge et à chaque condition. Moi, je crois que la responsabilité est de ceux qui font le choix, mais surtout de ceux qui auraient pu faire quelque chose pour aider la femme et orienter son choix sur le fait de prendre soin de l'enfant qui allait naître et qui ne l'a pas fait. Merci.